Bonjour à tous et merci d'être là. C'est un peu submergent, cette foule. Je suis très heureux de vous parler aujourd'hui et je suis très heureux de participer à un événement qui s'appelle la Grande Jonction parce que la jonction, c'est probablement le mot du XXIe siècle, puisqu'il s'agit de réunir ce qui était hier séparé. Et donc, c'est une idée géniale que d'avoir nommé ce moment la Grande Jonction, parce que je pense que c'est emblématique des enjeux du XXIe siècle. Alors moi, je vais vous parler de design, évidemment, mais je vais surtout essayer de vous remettre ça en perspective par rapport aux enjeux de la technologie. Ce qui définit l'humanité, c'est la technologie. Si nous sommes des êtres humains, c'est que justement nous générons de la technologie, et le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces technologies, et surtout quand elles arrivent à cette vitesse-là. Parce que entre l'aqueléen et l'écriture, il s'est passé beaucoup de temps, mais sur le numérique, ça va tellement vite que nous sommes potentiellement confrontés à une forme d'ivresse qui nous désoriente et qui nous fait prendre les mauvais chemins. Et donc moi, je vais vous parler d'abord d'un passage d'un monde à un autre. On a commencé à aborder ça dans la première des présentations. Ce monde qu'on quitte, mais on n'a pas fini de le quitter, hein, on le voit, et c'est particulièrement vrai dans ce beau pays qu'est la France. La présidentielle qui est à l'œuvre et la campagne qui est associée nous donne à voir que l'ancien monde résiste. Cet ancien monde, c'est un monde matériel, c'est un monde pyramidal, et en règle générale, dans les pyramides, à la fin, il n'y a que des morts. C'est un monde local, c'est un monde régulé, où l'État a encore une place à jouer, où il est suffisamment puissant pour parler non pas d'égal à égal, mais en supérieur à des forces économiques qu'il régule. C'est un monde fermé où les États-nations peuvent se contenter d'être des territoires qui ignoreraient le reste du monde. Et puis c'est un monde où les gens sont peu éduqués, sont passifs et sont des consommateurs. Ça a fait la fortune de la société de consommation, de la révolution industrielle. Ce monde-là résiste, et particulièrement dans ce beau pays qu'est la France. Il y a un nouveau monde qui émerge. Ce nouveau monde, c'est un monde qui est numérique, évidemment. Ça transforme absolument tout. Mais c'est surtout un monde réticulé. Alors, vous voyez, le terme de jonction est parfaitement adapté, hein. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau, si ce n'est des nœuds qui sont joints les uns aux autres? Donc la grande jonction est finalement à l'image de ce qu'on voit à l'écran. C'est un monde local, c'est-à-dire un monde où il y a à la fois des enjeux qui sont locaux. Hein, c'est le retour à la proximité, et c'est en même temps un monde totalement mondialisé, où il faut jongler entre des enjeux locaux et des enjeux globaux. C'est un monde totalement dérégulé, où les États-nations n'ont plus leur mot à dire, sauf à se constituer dans des organisations plus grandes, mais l'ancien monde résiste. C'est un monde ouvert, définitivement ouvert, et tous ceux qui veulent nous faire croire le contraire sont des menteurs ou des dictateurs. Et c'est un monde qui est peuplé de gens éduqués, critiques, sélectifs, outillés, qui sont capables de choisir, qui sont capables de créer. C'est-à-dire non pas d'aller chercher ailleurs ce qu'ils peuvent produire eux-mêmes, mais le produire eux-mêmes. C'est un monde où nous n'aurons plus à fêter le jour des femmes. Parce que fêter le jour des femmes, voilà, c'est un symptôme de l'ancien monde. C'est un symptôme où il faut encore que la moitié de la population terrestre réclame un jour pour qu'on les fête. Alors, ce monde-là va mourir, donc mesdames, demain, il n'y aura plus de fête des femmes. Voilà, donc là, je vais vous parler de Schmurz et Schmorz qui sont dans un bateau, pour vous parler de ce qu'on fait avec les technologies. Ça, ce que vous voyez à l'écran, c'est le PC. Le PC, qui a révolutionné absolument l'industrie informatique. Mais franchement, on voit qu'IBM a mis du temps à se transformer en première entreprise de design du monde, ce qu'elle est aujourd'hui. Hein. Parce que quand vous voyez le PC aujourd'hui, à cette époque-là, vous avez peur quand même. Hein, parce que qu'est-ce qu'on fait avec les technologies quand elles arrivent? Est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on fait ça? Mais c'est mieux de faire ça, évidemment. Sauf que c'est pas ça qu'on a fait. C'est-à-dire ce qui a envahi le monde, en dehors des lapins crétins, évidemment, c'est le PC. C'est-à-dire une forme d'horreur en termes de design. C'est ça qui a envahi le monde. C'est Windows. Bon, c'est peut-être le 1.01, celui-là. Voilà, donc. Et c'est pas ça. Même si les Happy Few utilisent ça.
Et donc, ces enjeux de création de beauté, d'ergonomie, de facilité, d'usage, sont toujours passés au second plan à partir du moment où les technologies sont arrivées. Pourquoi? Parce que, eh bien, on pense que la technologie, ça suffit à faire émerger de nouveaux usages. De la même manière, là je vous montre à quoi ressemble SAP aujourd'hui. SAP, c'est un logiciel qui est utilisé par de très très grandes entreprises pour gérer absolument l'ensemble de leurs process. Et voilà à quoi ça ressemble. Est-ce que ce n'est pas à l'image du vieux monde, justement? Certainement, un monde qui serait construit autour de la maîtrise des process, autour du contrôle dont on parlait tout à l'heure. Et donc, il y a une leçon à tirer de ça. Quelle leçon il faut tirer de ça? La première leçon à tirer de ça, c'est il ne faut jamais confier aux informaticiens le dessin du monde. Jamais. Absolument jamais. Il faut être certain que si vous confiez la définition d'une offre, d'une plateforme, d'un service à des informaticiens, ils vont produire le pire, systématiquement. Pourquoi? Parce qu'ils sont seuls au monde. Ils sont paradoxalement à l'image de cet ancien monde qui croit qu'il est tout seul. Voilà. Et que parce que ça marche avec lui, ça va forcément marcher avec les autres. Tous ceux qui ont pu faire une démonstration d'outils informatiques ont vécu le syndrome de la démo. Il suffit que quelqu'un d'autre se mette au clavier, ça ne marche plus. Ça ne marche jamais plus. Pourquoi? Parce que les informaticiens seraient tellement contents qu'il n'y ait pas d'utilisateur. Ça serait tellement plus simple. Ils s'amuseraient qu'avec des algorithmes, en fait. Donc ne confiez jamais aux informaticiens la responsabilité de définir le futur, mais ne confiez jamais non plus au marketing le soin de définir ce que c'est que le futur. Le marketing ne s'intéresse qu'au passé. Le marketing mesure ce qui s'est passé. Ils prétendent s'intéresser au présent, mais c'est faux. Ils ne s'intéressent qu'au passé. Ils ne sont capables de ne comprendre que ce que les gens veulent. Or, ce que les gens veulent, ce n'est pas ce qu'ils voudront demain. Quand Steve Jobs sort l'iPhone, il n'a surtout pas fait de panel. Il n'a pas demandé aux gens ce qu'ils voulaient, parce que ce que les gens voulaient, c'est des trucs avec des boutons. Pas autre chose que ça. Et donc, cette idée que, et particulièrement en termes d'innovation de rupture, il faut demander aux gens ce qu'ils veulent, c'est une idée de lapin crétin. Donc le marketing, il faut arrêter le marketing. Donc ça va être vrai avec les nouvelles expériences immersives. Voilà. Vous avez ici à Bordeaux d'éminents acteurs des expériences immersives, des gens qui travaillent sur les conditions, les outils, les plateformes, les logiciels. Et donc ils se posent forcément des questions sur comment conçoit-on les nouvelles expériences immersives. Est-ce qu'on va, nous aussi, être obligé de passer par une forme de PC, de SAP, de Windows 1.01? Eh bien, et donc la question c'est celle-ci, c'est-à-dire qui va imaginer les expériences immersives de demain et comment? Et je vais revenir un petit peu en arrière, faire un peu l'histoire de 250 ans de civilisation occidentale et aujourd'hui mondiale. Au XIXe siècle, les enjeux sont les enjeux de la révolution industrielle, c'est-à-dire des enjeux où on transforme la science en technologie, la technologie en process, les process en objets. Ça s'appelle la révolution industrielle. Le héros du XIXe siècle est l'ingénieur. Son plus beau symbole est Gustave Eiffel. Les imaginaires sont des imaginaires technologiques. Les héros sont des scientifiques. C'est le capitaine Nemo. C'est Robur le Conquérant. Au XXe siècle, les enjeux ne sont plus des enjeux de faire. Les enjeux sont les enjeux de désirer, d'acheter. Faire, on sait, la révolution industrielle, elle a eu lieu. Début du XXe, on produit tellement d'objets que la seule solution pour les écouler, c'est de les faire acheter par ceux qui les fabriquent. Ça s'appelle le Fordisme. Et donc tout l'enjeu, c'est plus de maîtriser les sciences, c'est plus de maîtriser les process, c'est de maîtriser le désir des gens et les instrumentaliser. Freud est passé par là, son neveu Bernays aussi, qui avait à la fois Coca-Cola et Staline comme clients, et la propagande naît, celle qui nous fait acheter l'iPhone 3, l'iPhone 3S, l'iPhone 4, l'iPhone 4S, l'iPhone 5, l'iPhone 5S, l'iPhone 6, l'iPhone 6S, etc. Le même objet, systématiquement. L'instrumentalisation des désirs. Donc le héros n'est plus l'ingénieur. Le héros, c'est Don Draper. Le héros, c'est
le héros de Mad Men. C'est celui qui va appuyer sur les petits boutons de nos désirs qui vont nous faire acheter compulsivement ce que l'on a déjà. Sauf que nous tombons sur les limites de la planète très rapidement. Et puis surtout, le niveau d'éducation des gens monte. On voit bien qu'on va dans le mur, qu'il n'y a plus assez de ressources matérielles pour pouvoir permettre à tout le monde de vivre sur le même niveau de vie qu'un Américain. Il faut changer de modèle. Et donc les enjeux, au XXIe siècle, sont de vivre. C'est ça l'enjeu. Nous nous réapproprions nos vies. Nous avons décidé que plus personne ne nous imposerait un choix que nous n'ayons consciemment fait. Et donc, les enjeux sont des enjeux d'expérience. Uniquement des enjeux d'expérience. Et ce qui est très intéressant avec l'expérience, c'est que ça fait déjà 17 ans qu'il y a des gens qui travaillent sur une nouvelle économie qui s'est construite sur l'expérience. Ces gens-là sont Pine et Gilmore, Harvard, et qui ont théorisé une économie de l'expérience dès 1999. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, c'est fini le temps du produit, est venu le temps de l'expérience. Vous prenez Starbucks, Starbucks ne vend pas du café, Starbucks vend de l'expérience. On est passé d'une industrie, d'une économie qui était basée sur la matière première, puis les produits, puis les services, à une économie de l'expérience. Et quand on regarde un petit peu, finalement, l'offre économique, l'économie, les fonctions, la nature de l'offre, les méthodes de distribution, les typologies d'acteurs, les typologies de bénéficiaires, et qu'on regarde, voilà, les différences, vous voyez qu'on passe des matières premières, des biens, des services aux expériences, que les économies étaient agraires, devenues industrielles, de services, économie de l'expérience, que les fonctions c'était d'extraire la matière, de la transformer, faire, de la délivrer avec les services, de la mettre en scène avec l'expérience. Que la nature de l'offre était transformable, on transforme la matière, on la rend tangible, on la transforme en objet, intangible avec les services, mémorable avec l'expérience. Le vrac, le stock, à la demande, révélé pour l'expérience. Les commerçants, les industriels, les fournisseurs, les metteurs en scène. Et ainsi de suite. Et à la fin, vous n'êtes plus un utilisateur, vous êtes un invité. On va vous traiter comme un invité. C'est votre parcours en tant qu'être humain, en tant qu'invité sur lequel on va travailler. Et ce qu'on va vous faire vivre, c'est des sensations. C'est ça qui va faire que vous allez vous souvenir de l'expérience. Et c'est très très intéressant que je passe après quelqu'un, voilà, comme Joël, qui vient de parler finalement de jeux vidéo. La grande jonction. C'est fini cette idée de séparer. Je joue, je travaille, je consomme, je jouis du moment. C'est la même chose. On est dans du storytelling tout le temps. Et donc, on va passer à un enjeu qui est de dire, mais comment on donne du sens à ce qu'on fait? Parce que finalement, quand on est basé, qu'on construit une économie de l'expérience, c'est-à-dire qu'on considère avec beaucoup de respect celui qui va en être le bénéficiaire. Et donc, on va d'une certaine manière se mettre à sa place. On va se mettre dans ses chaussons. On va essayer de comprendre le but que lui-même poursuit. Donc, il faut donner du sens à sa proposition parce que c'est le sens que va chercher le bénéficiaire, l'invité de l'expérience. Et donc, il faut faire ça à dessein. Il se trouve que dessein, en italien, ça se disait disegno. Disegno, en italien, c'est le dessin, la destination. C'est là où on va. Voilà. C'est l'endroit que l'on va rejoindre. La jonction, encore une fois. Mais il se trouve que disegno, ça veut dire dessin, mais ça veut dire aussi dessin. C'est le même mot. D'ailleurs, en français aussi, c'était le même mot. Il se trouve que l'histoire a séparé ces deux mots, les objectifs d'un côté, le plan de l'autre, le dessin. Mais un objectif, quand on veut l'atteindre, on fait un plan. Un plan, c'est quoi? C'est un dessin. Et donc, quand vous avez un dessin, vous faites du dessin, vous faites du design. Design, ça vient de disegno. On va là, et pour aller là, on fait des plans. On fait des dessins. Et donc tout l'enjeu, c'est de produire des designers. Qu'est-ce que c'est qu'un designer? Et vous en avez ici, à Bordeaux, un paquet de designers. Eh bien, c'est des gens qui vont instituer la grande jonction. La jonction de quoi? Des savoirs, des pratiques, des métiers, des gens. Qui vont se donner les outils de comprendre, c'est-à-dire les sciences humaines, pour comprendre
pour questionner, parce que ce que va faire un designer, c'est pas répondre, c'est d'abord questionner. Un ingénieur, quand on lui pose une question, il y répond, c'est pas bien. Quand on vous pose une question, ne répondez pas à la question. Détruisez la question, reconstruisez la question. Questionnez la question. Faites du design. Comprendre, observer, être empathique, se mettre à la place des gens. Les gens, tout d'un coup, ont de l'importance. Tester, proposer. Et pour ça, il faut représenter, il faut utiliser toutes les techniques de représentation. Il faut utiliser son cerveau droit, mais il faut le joindre à son cerveau gauche, la grande jonction entre le cerveau gauche, le cerveau droit et le cerveau gauche. Donc représenter. Pour questionner, parce que représenter, c'est pas simplement donner de la forme, c'est déjà se poser des questions, parce que dès qu'on dessine, on regarde le monde différemment. Pour observer, évidemment, parce que observer, c'est prendre des notes, c'est faire un sketch, c'est regarder une situation, c'est l'instancier dans un dessin. Pour imaginer, bien sûr, la créativité est à l'œuvre aussi au moment où vous dessinez. Rappelez-vous vos coups de fil où vous êtes en train de dessiner des trucs que vous ne comprenez pas, et pourtant, c'est probablement à l'image de ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là. Pour expliquer, bien sûr, parce que le dessin vaut mieux qu'un long discours. Pour mettre en situation, parce que, là encore une fois, un dessin vaut mieux qu'un long discours. Vous voulez expliquer comment on va vivre un service, vous le représentez, une photo, une vidéo. Pour raconter, le storytelling, il faut séduire. Pour séduire, justement. Et puis il faut faire, parce que voilà, c'est la grande jonction. On réunit à nouveau la pensée et l'action. Donner de la forme, maqueter, prototyper, intégrer, tester, suivre, tout ça, on fait. Résoudre, qu'est-ce qu'un designer? C'est quelqu'un qui résout des problèmes. Et donc, c'est une méthode de résolution de problèmes non linéaires. C'est fini cette idée du cartésianisme qu'il suffit de mettre tout ça, un système d'équations, et tout le monde va trouver la solution pour peu qu'il ait la méthode. Non, c'est arborescent. Non, il n'y a pas qu'une réponse à une question, il y en a 1000. Et donc, il faut apprendre à se questionner. Sans capacité à questionner, c'est impossible. Et pour ça, la pluridisciplinarité est importante. Il faut être capable d'accepter, c'est fini, qu'une discipline n'a plus les moyens, à elle toute seule, de prendre possession du monde. Non, les ingénieurs ne peuvent plus maîtriser le monde. Non, les énarques non plus. Et en fait, personne, nous ne sommes qu'une assemblée d'ignorants, de lapins crétins, mais qui, associés, joints, la grande jonction, tout d'un coup, peuvent résoudre des problèmes. Parce qu'ensemble, on est toujours plus intelligent que tout seul. Donc c'est une technique de médiation, parce que ça veut dire qu'il faut faire en sorte que les gens se joignent les uns aux autres. Voilà, toujours la grande jonction. Et évidemment, une capacité à matérialiser, parce que penser, c'est bien, mais derrière, il faut instancier. Il faut produire pour que ça s'inscrive dans la vie des gens. Tout ça pourquoi? Pour créer de la relation. Et vous allez voir que pour les marques, c'est très important, parce que les bénéficiaires, évidemment, sont les utilisateurs, mais les marques sont les bénéficiaires aussi. Quand Apple crée ses stores, c'est pour quoi faire? C'est pas simplement pour vendre ses produits, c'est pour s'assurer de la pérennité de la relation avec ses clients. Mais ça crée de la valeur aussi. Parce que regardez, ça c'est tiré d'un bouquin qui s'appelle Design Impact. Vous voyez, le design, c'est 1% du budget de production d'une offre. C'est 40% de la valeur perçue. 40%. Donc, ça vaut le coup d'investir. Mais c'est hyper cool aussi pour les actionnaires, le design. Regardez cette courbe. En bleu, c'est les boîtes qui ont investi dans le design. En gris, c'est les boîtes qui n'ont pas investi dans le design. Vous êtes actionnaire, vous avez intérêt à ce que votre boîte investisse dans le design. Pourquoi? Parce que vous créez de la valeur. Parce que vous créez de la relation. Vous pérennisez votre chiffre d'affaires, vous pérennisez votre futur, tout simplement. Vous êtes certain que vos clients vont rester vos clients. Et donc, vous allez gagner plus d'argent. Le design, c'est un truc hyper cool aussi pour les actionnaires. Et donc, il faut former de nouveaux designers. C'est ce que nous faisons dans notre école, c'est ce qu'on fait dans d'autres écoles. Imaginez des designers, des cursus qui vont former des designers différents. Pourquoi différents? Parce qu'ils pensent autrement. Ils vont oublier le marketing, parce que je vous l'ai dit, le marketing, ça ne sert plus à rien. Ils vont oublier la technologie, parce que la technologie, c'est une prison conceptuelle. Il faut l'oublier. On sait que la technologie, elle va revenir. Il faut même oublier la raison. Parce que ce qu'il y a de formidable avec le numérique, et ce qu'il y a de formidable avec le virtuel, c'est que c'est le retour de la pensée magique. On peut à nouveau penser de manière magique, puisque tout est possible avec le numérique, et particulièrement avec l'immersion.
Tout est absolument possible. Donc il faut à nouveau repenser de manière magique. Mais ce qui est formidable, c'est que, évidemment, tout ceci va revenir. La raison va revenir, la technologie va revenir, le marketing va revenir, mais dans ce sens-là, il faut d'abord tout oublier pour tout faire revenir. Un exemple, j'en ai presque fini. Regardez, c'est un projet de designer génialissime. Ghislain Prat imagine des petites lunettes. Vous allez voir, c'est vraiment fantastique. Des petites lunettes que vous portez sur le nez. Ça surimpose sur la réalité des informations. Ça s'appelle la réalité augmentée. Je ne sais pas si vous connaissez. Et voilà, cet homme-là avait imaginé qu'on pouvait avoir ces petites machines-là sur le nez, puis des écouteurs qui faisaient aussi la réalité augmentée sonore, et on pouvait aller poster devant voilà, la porte de sa dulcinée un joli poème écrit en carambar rose, qu'elle-même pourrait voir si elle avait les petites lunettes qu'il faut. Le monde devenait un média. Voilà, c'est une idée génialissime. Sauf que cette idée, elle a été créée en 2003, c'est-à-dire il y a 14 ans. Premier diplôme sur la réalité augmentée à Strat, 2003. Donc quand vous laissez les designers imaginer, ils produisent le futur avant même qu'il n'arrive. Et donc, je vais finir sur une phrase de Jean Jaurès. C'est Jean Jaurès, on est en pleine campagne présidentielle, hein, social-démocrate absolu, rocardien avant Rocard, et qui disait « Il faut aller à l'idéal en comprenant le réel ». Eh bien, pour ce qui nous concerne, il faut aller au réel en comprenant le virtuel. C'est ça l'enjeu. Je vous remercie.